Le tribunal municipal de Lyon était plus animé que d'habitude ce matin-là. Des murmures discrets montaient des bancs entre les cravates bien nouées et les tailleurs ajustés. On aurait cru à un feuilleton judiciaire en direct, mais les regards se tournaient tous vers la même personne, un gamin, pas plus haut que 3 pommes, qui s'avançait calmement dans la salle. Elias Pascal, 17 ans, mine sérieuse et sac à dos froissé, portait des baskets usées et un jean qui avait connu des jours meilleurs. Il alla s'installer sans trembler sur le banc de la défense, comme s'il l'avait fait 1000. Me voit. Le petit sac en toile qu'il posait à ses pieds semblait bien léger pour l'importance du moment. Dans la salle, certains étouffaient un rire moqueur, d'autres échangeaient un regard dubitatif. Un jeune comme lui, ici, dans ce monde, de vieux codes et de jargon compliqué, le juge, Honoré Desmorel, réputé pour son ironie cinglante et ses verdicts aussi tranchants que ses costards, leva un sourcil en le voyant prendre place. « Tu comptes préparer un pique-nique pendant les débats, gamin ?» lança-t-il à moitié amusé. Là, tout le monde réagit. Quelques ricanements mal dissimulés, un soupir provenant du banc des avocats de la partie civile, un regard épuisé de l'huissier. Elias, lui, ne broncha pas. Il leva simplement les yeux en direction du juge. Il ne sourit pas. Il ne fronça pas les sourcils non plus. Il resta calme, le regard ancré dans celui du magistrat, comme s'il le remerciait pour ce genre d'entrée en matière. Il ouvrit son cahier posé sur ses genoux, griffonna quelque chose d'un trait rapide, puis reporta son attention sur sa cliente. Marlène Rousseau, la commerçante du quartier populaire de la Guillotière, paraissait déjà porter le poids d'un destin mal écrit. Les épaules affaissées, le regard vide, elle s'attendait au pire. Accusée de fraude fiscale suite à une erreur que personne ne voulait entendre, elle n'avait pas les moyens de s'offrir un avocat officiel. Alors, quand le garçon du quartier, passionné de droit, avait proposé son aide, elle avait à peine eu la force de dire non. Le procès n'avait pas encore commencé, mais pour Elias, la bataille, elle, était déjà bien lancée. À la sortie du tribunal, Elias descendit les marches sans presser le pas, le sac toujours en travers du dos. Le ciel gris de Lyon s'étendait au-dessus des platanes de la presqu'île. Les feuilles mortes craquaient sous ses chaussures. En marchant vers le sud, il passa les rues familières du quartier Saxe-Gambetta, jusqu'à parvenir à la petite librairie d'occasion qui faisait l'angle de la rue Chevreul. Juste au-dessus, son appartement discret, au 2e étage. Une fenêtre toujours fermée par un rideau beige usé, impossible d'imaginer ce qui se cachait derrière. À peine rentré, il verrouilla la porte, lâcha son sac et tira le rideau sans allumer la lumière. Dans le silence, il traversa la pièce principale, en réalité un salon-chambre-cuisine, et ôta de derrière une étagère un grand panneau de liège fixé au mur. Sur ce panneau, un réseau dense de fils rouges, verts et jaunes reliait des photos, des petits billets griffonnés, des coupures de presse et des impressions provenant du registre du commerce. Un vrai tableau d'enquêteur, méthodique, fouillé, presque obsessionnel. Il alluma son ordinateur portable, posa une casserole d'eau sur la plaque électrique et plongea les nouilles instantanées sans réfléchir. Toujours les mêmes, les moins chères de chez Monop. Pendant que l'eau frémissait, il revisionna une vieille interview du juge Honoré Morel avant qu'il ne monte en grade. L'entretien datait de 7 ans, filmé dans un bureau modeste. Rien de spécial à première vue, mais une phrase, une seule, le heurta cette fois. Une mention vague d'une collaboration avec l'entreprise Calibrex, celle-là même qui témoignait maintenant contre Marlène. Elias recula la vidéo, mit sur pause, zooma sur un dossier posé sur le bureau de Morel, partiellement visible. Il nota le logo, fit un lien mental avec une autre photo qu'il avait accrochée, un événement de gala du barreau lyonnais où ce même logo apparaissait sur un panneau publicitaire. Puis, il explora les archives de transfert d'actifs, les ventes de terrain, les alliés politiques. Le puzzle devenait plus clair. Il ne s'agissait plus juste d'erreurs judiciaires ou de zèle administratif.
Il y avait un arrangement net tissé par des gens en costume qui ne s'attendaient pas à être surveillés. Elias n'en avait pas la preuve encore, mais il sentait qu'il approchait. Ce qu'il avait en face de lui, ce n'était pas qu'un procès, c'était un système, et il allait devoir trouver comment le faire vaciller sans se faire écraser avant. Elias prit le tram jusqu'au vieux quartier des Brotteaux, là où la bibliothèque régionale de Lyon se cache entre des bâtiments d'un autre siècle. Il préférait éviter l'entrée principale, trop de caméras, trop de curieux. Par l'escalier de service, un vieux passage connu de peu de gens, il glissa dans le hall secondaire, puis fila vers les archives au sous-sol, là où lumière et silence se disputent la place. L'odeur d'humidité se mêlait à celle du papier, à Johnny. À cette heure-ci, il savait qu'il trouverait Delilah Girard, la bibliothécaire à la retraite qui continuait à venir trier l'histoire, selon ses mots. Assise dans un coin noyé entre deux grandes étagères, elle leva à peine les yeux en l'entendant approcher. Mais quand elle vit le jeune homme ouvrir, sans mots, un gros volume de droit fiscal des années 70, elle sourit. « Encore toi, l'intrus du savoir. Tu sais que t'es plus régulier que mes anciens collègues ?» lança-t-elle calmement. Elias répondit par un simple hochement de tête, concentré. Il avait appris à ne pas gaspiller les mots ici. C'était Delilah qui parlait, lui qui écoutait. Elle observa un instant ses gestes, notant ses doigts tremblants, ses cernes, son dos voûté bien plus que celui d'un ado de 17 ans. Mais il y avait aussi ce regard, celui qui fouille plutôt que de lire, qui cherche des fissures dans les murs solides. Elle l'avait vu une fois, il y a longtemps, chez un professeur exclu pour avoir dénoncé des irrégularités. Un regard qu'on n'oublie pas quand on y a goûté. Après quelques minutes, Delilah se leva sans un mot et l'invita à la suivre. Ils traversèrent la zone interdite au public, celle où les vieux journaux dorment depuis des décennies. Là, dans une pile presque oubliée d'archives régionales, un article attira leur attention. Une note de société, banale en apparence. Une petite société d'urbanisme, fondée par un nom discret mais rattaché, grâce à un deuxième article, à la cousine directe du juge Morel. D'autres noms, moins voyants, apparaissaient, ensuite tous liés à des contrats avec l'administration fiscale à des périodes bien précises. Delilah fronça les sourcils. Et peut-être rien, ou peut-être une sacrée ficelle qui dépasse. Elias, lui, sentit une décharge. Il n'était plus dans le flou. Ce qu'il avait sous les yeux, c'était une ouverture, une faille dans l'armure de ceux qui avaient toujours tout contrôlé. Le Palais des Congrès de Marseille accueillait ce jour-là le séminaire annuel de l'Association de droit des affaires. Un grand raout d'avocats, de profs de fac et de vieux habitués du système, tous réunis autour de buffets chers et de discours trop longs. Elias, avec une chemise trop grande, empruntée à un ami de Delilah, et un badge discret qui disait « simplement assistant technique », réussit à passer les contrôles sans accroc. À l'intérieur, tout n'était que verres à pied, sourires forcés et rires polis. Il se glissa dans le fond de la salle, un carnet vierge à la main comme s'il notait des choses importantes. En vérité, il observait. Les mots, les gestes, les soupirs. À la pause, autour de plateaux de mini-quiches et de champagne tiède, il fit mine de chercher un verre quand Camden Bruce s'approcha. Le genre de gars qu'on repère tout de suite. Costard sur mesure, geste trop grand, voix forte. Fils d'un des fondateurs de l'assaut, promu dans tous les classements juridiques, sans jamais avoir plaidé une affaire sans réseau derrière. Camden, pensant avoir affaire à un simple stagiaire, se lança dans un monologue creux, mais rempli de morceaux d'or, pour qui savait écouter. Il parlait de vieilles procédures enterrées, de juges maniables, terme qu'il utilisa en riant, et de cabinets qui, par pure coïncidence, obtenaient les contrats juteux après chaque réforme fiscale. Il cita des noms, des dates, et même le nom d'une petite boîte de conseil dont Elias avait déjà croisé le logo dans ses notes à Lyon. Elias ne disait rien. Il hochait parfois la tête, dessinant un léger sourire, gardant tout en mémoire. Lorsqu'enfin le type lui demanda comment il s'appelait, il répondit comme toujours, calmement. « Été, comme dans le film.
je suis venu de loin, et je repars bientôt avec quelque chose de précieux. » Camden éclata de rire sans comprendre, le genre de rire qu'on lance pour dominer une pièce, pas parce qu'on a compris quoi que ce soit. Quand Elias sortit 1 heure plus tard, l'air frais lui colla au visage, comme une promesse. Il avait une nouvelle série de fils à tirer. Et cette fois, l'un d'eux portait le nom d'un homme qui pensait ne jamais être vu d'en bas. Le lendemain matin, assis discrètement dans l'une des dernières rangées du tribunal de Lyon, Elias observait chaque détail. L'atmosphère était tendue, comme souvent lors de ces audiences préliminaires. Les avocats bavardaient entre eux, feuilles en main, pendant que les huissiers faisaient leur ronde silencieuse. Marlène était présente, bien habillée, les mains sur ses genoux, tendue mais résolue. Comme à chaque fois, Elias n'avait pas le droit de parler ou représenter officiellement qui que ce soit. Il était là juste pour accompagner, une présence tolérée, pas reconnue. Pourtant, dans l'ombre, il travaillait plus que tous ceux portant une cravate. Il fixait l'écran que le greffier venait de basculer vers le juge. Une preuve numérique apparemment banale, un formulaire fiscal, daté, tamponné, le genre de pièce qu'aucun avocat ne remettait jamais en doute. Mais un mot, une incohérence dans l'alignement du code de référence attira l'œil d'Elias. Il n'avait rien noté sur papier, mais tout était gravé dans sa mémoire. De retour chez lui ce soir-là, il fit chauffer du café en même temps qu'il ouvrait son vieux ordinateur. L'écran clignotait un peu, comme toujours. Il s'introduisit dans les couches profondes du système public de télédéclaration. Rien que lui et quelques autres geeks dénoncés sur les forums arrivaient à faire. Il remonta les archives, ligne par ligne, jusqu'à tomber sur ce qu'il redoutait. Les champs de saisie avaient été modifiés manuellement. Des dates repositionnées, des noms apparus après la date de dépôt, et surtout des adresses IP qui ne collaient pas, situées hors du pays au moment des modifications. Elias se redressa lentement sur sa chaise, le regard fixe. Ce n'était pas une simple erreur informatique. Il y avait une main humaine derrière, chaque ligne de code falsifiée. Il captura tout, capture d'écran, journaux d'accès, chemin d'authentification. C'était du solide, mais pas encore utilisable en salle d'audience. Ce genre de preuve, s'il n'était pas présenté par une autorité reconnue, serait balayé comme une rumeur de forum. Il le savait. Pour faire éclater ça au grand jour, il allait devoir approcher quelqu'un de l'intérieur. Un analyste du fisc ou un technicien converti, quelqu'un qui avait les clés et la volonté d'ouvrir la bonne porte. Le timing était serré. Mais Elias n'avait jamais été aussi sûr que sa place, même silencieuse, pesait désormais bien plus que tous les gros noms alignés à la barre. Quand Delilah avait soumis le nom d'Elias à la chaîne régionale, pour participer au grand forum citoyen sur l'éthique dans le droit public, il n'en avait rien su. Ce n'est qu'en recevant par courrier une invitation officielle, timbrée du sceau de la télévision locale Provence 3, qu'il comprit ce qu'elle avait manigancé. Il hésita longuement, mais la perspective d'être face à des figures publiques lui semblait moins effrayante que de rester silencieuse un jour de plus. Ce n'était pas un procès, mais ça pouvait ouvrir des portes. Le soir venu, il enfila un blazer bleu, trop large, offert par Delilah, ancien costume de son défunt. Marie, la salle de conférence de la mairie du 6e arrondissement débordait de costumes impeccables et de visages familiers du barreau marseillais. Certains étaient là pour juger, d'autres pour briller. Elias, lui, ne cherchait ni l'un ni l'autre. Il voulait qu'on écoute juste une fois ce que personne n'osait dire à haute voix. Quand le présentateur annonça son nom, un petit silence curieux précéda les premiers rires étouffés. Elias Pascal, étudiant indépendant, même le terme faisait sourire. Il s'approcha du pupitre, régla le micro du bout des doigts, puis leva la tête. Les premières minutes furent maîtrisées. Citations juridiques, rappel des articles, de lois, exemples tirés d'affaires publiques. Il parlait sans notes, tranquillement. L'ambiance changea lentement, mais c'est quand il aborda les failles procédurales, les dossiers modifiés après soumission, les noms de famille toujours liés à l'argent public, que les visages en face cessèrent de sourire.
Certains se penchèrent en avant, d'autres évitèrent de croiser son regard. Une main se leva, celle d'un professeur de l'université d'Aix, connu pour ses chroniques à la radio. Sans sourire, il coupa Elias. « D'où parles-tu » ? « Exactement. Tu as étudié où pour affirmer de telles choses ?» Elias resta figé un instant, puis inspira, plus par réflexe que par besoin, et répondit « Chez les meilleurs, surtout ceux qui ont oublié ce qu'ils ont enseigné. » Le public eut un sursaut léger, suspendu entre embarras et admiration. Le professeur se rassit, et personne ne tenta de l'interrompre à nouveau. Elias termina sa prise de parole avec calme. Il ne leva pas la voix, ne chercha pas l'applaudissement. Mais quand il descendit de scène, les regards avaient changé. Pour la première fois, il occupait un espace qu'on ne pouvait plus lui retirer. En fin de journée, Elias quitta le centre-ville pour rejoindre un quartier industriel en périphérie de Lyon. Le ciel avait cette couleur orangée de fin d'automne, quand la lumière paraît plus douce qu'elle ne l'est vraiment. Il trouva Simon derrière l'entrepôt de livraison, le visage rougi par l'effort et le dos trempé de sueur. Son frère empilait des cartons sur une palette avec une régularité mécanique, comme s'il cherchait à éviter tout contact humain. Elias attendit qu'il termine sa manœuvre, puis s'avança. Simon le vit approcher, haussa à peine les sourcils, pas de sourire, pas même un bonjour, juste un « t'as besoin de quelque chose ». Elias sourit timidement, frottant ses paumes moites sur son pantalon. « Je voulais te voir, parler un peu. » La conversation débuta avec des phrases courtes et sans fond. Elias évoqua quelques souvenirs, les tours de vélo dans la colline de Fourvière, les soirées à deux devant la vieille télé à tube. Mais Simon ne réagissait pas. Il se pencha pour prendre un diable, sans même regarder Elias. Ce dernier respira un bon coup. « Je me disais qu'on pourrait peut-être se retrouver un peu. Je sais qu'on s'est éloigné, mais ça me manque. » Simon posa brutalement le diable contre le mur et se tourna vers lui, le regard plus dur qu'une pierre. « C'est trop tard pour ces conneries. T'as toujours été le petit prodige, le gamin qu'on montrait à tout le monde. Moi j'étais là pour faire le décor. Tu veux changer le monde? Super, sérieusement bravo, mais t'utilises pas mes souvenirs pour faire briller ta cause. Je suis pas un raccourci vers tes combats. » Elias encaissa le cœur serré. Il faillit reculer, mais se força à rester. « C'est pas ça, t'étais là, Simon. Quand Marlène a reçu ses livraisons, c'est toi qui les as déposées. Non, t'as vu ce qu'il y avait dans les caisses. Tu pourrais témoigner. » Un silence lourd s'installa. Simon tapota la poussière sur ses genoux, jetant un regard furtif dans le vide. Il savait, Elias le sentait, mais la blessure entre eux mettait un mur que même la justice ne pouvait traverser. Il n'y eut ni promesse ni refus, seulement un hochement lent, à peine visible. Elias repartit sans réponse claire, mais avec cette certitude étrange que parfois les vérités passent par des cœurs fissurés bien avant les salles d'audience. Le vent d'octobre balayait les feuilles, mortes devant le tribunal de Lyon, pendant que les rumeurs tournaient dans les couloirs. L'affaire sur les irrégularités du juge Maurice Perrault, renommé pour satisfaire ses partenaires de golf plus que la loi, avait fini par éclater. Une commission disciplinaire siégeait à Paris et en attendant, il fut suspendu de ses fonctions. On ne l'avait plus revu depuis. À sa place arriva la juge Clarisse Donzel, transfuge du tribunal de Grenoble, avec une réputation de neutralité glaciale. Pas d'humour, pas de deal discret sous la table. Rien qu'une application méticuleuse du droit. Dès son premier jour en salle d'audience, l'ambiance changea. Même les avocats les plus arrogants surveillaient leur ton. La façon dont elle regardait les dossiers, sans hausser la voix, sans théâtre mais avec une attention circonspecte, forçait naturellement le respect. Elias, en observant cette femme au regard droit mais calme, comprit qu'il n'était plus face à une machine aveugle, mais à une personne, une vraie. Marlène, assise à la barre, gardait les épaules un peu moins tendues ce jour-là. Quand son avocat, maître Renard,
tendit le dossier contenant les copies des logs numériques, des captures d'écran et des extraits du code source altéré, l'atmosphère devint presque suspendue dans la pièce. Elias, bien qu'assis discrètement, sur le banc du fond, sentait chaque battement de son cœur marteler sa poitrine. Il savait que c'était un pari risqué. Les données étaient solides, mais sans validation officielle, tout pouvait s'effondrer. La juge Donzel feuilleta les pièces une à une, ses yeux suivant les lignes comme si elle lisait un roman policier. Puis elle leva les yeux et annonça, calmement, « Je suspends l'analyse juridique pour demander une expertise indépendante. L'affaire ne pourra avancer avec des preuves numériques sans certification du parquet technique. » Camden, posté à droite de la salle avec les procureurs, serra les dents. Son front se plissa légèrement. Ce regard, trop habitué au juge, incomplaisant, voyait son terrain d'influence fondre comme neige. Pour Elias, ce fut une claque silencieuse d'émotion. Pas un mot, pas un sourire, mais un sentiment précis. Il n'était plus seul contre un mur. Il y avait enfin un passage, petit mais réel, dans lequel un mot comme justice reprenait son sens. Ce matin-là, le ciel au-dessus de Lyon était lourd, comme s'il retenait une pluie qu'il ne voulait pas encore lâcher. Elias ouvrit la porte de son petit studio au 4e étage et trouva un simple dossier Kraft glissé sous le paillasson. Pas de nom, pas d'adresse. L'objet semblait presque banal, mais quelque chose dans le pli soigné du papier éveilla une alerte, silencieuse dans son esprit. Une fois à l'intérieur, il ferma les volets sans vraiment y penser, comme par instinct, et ouvrit le paquet sur la table de la cuisine. À l'intérieur, une lettre manuscrite et une petite clé USB noire. Son cœur accéléra dès qu'il lut les premières lignes. C'était bref, précis. Il était question de transferts opaques, de contrats signés entre la société plaignante et une boîte enregistrée à Saint-Christophe dans les Caraïbes. Elias connecta la clé à son ordinateur portable, les doigts tremblants. Les fichiers étaient là, factures, signatures, relevés de compte. Tout concordait avec ses soupçons depuis des semaines. Mais c'était le mot à la fin de la lettre qui changeait tout. En lettres fines, tracées à la main, tu peux utiliser ça, mais seulement si tu sors de l'ombre, plus de pseudonyme, choisis la vérité ou reste invisible. Il resta figé. La sueur froide lui coula dans le dos. Il savait que toutes ces démarches, toutes ces apparitions au tribunal, tenues légalement en dehors de la loi, n'étaient permises que parce que personne n'avait encore remis en question son identité. On le voyait comme un consultant flou, un petit génie non déclaré, mais utiliser cette preuve, c'était s'exposer, officiellement. 2 heures plus tard, Delilah le retrouva à la bibliothèque universitaire, le visage pâle et les yeux rougis. Il avait tenté de lire, de fuir le dilemme dans quelques manuels de droit, mais ses mains ne pouvaient plus tenir un livre. Il bredouilla quelques mots, puis craqua. Il lui avoua tout. Les diplômes passés sous fausse identité, les examens blancs, faits au nom d'autres, tout pour contourner un système qui lui fermait les portes à cause de son passé. Delilah, silencieuse jusque-là, lui prit la main. « T'es devenu ce que t'es, pas malgré ça, mais à cause de ça. Parfois faut casser la vitrine, c'est dedans que tout se passe. » Elias hocha lentement la tête. Il ne fuyait plus. Il allait se montrer, même si ça devait tout bousculer. Les jours qui suivirent furent un tourbillon. En l'espace de 48 heures, Elias passa de silhouettes floues des couloirs du tribunal à visage placardé sur tous les écrans de télévision entre Marseille et Lille. On parlait de lui partout, aux infos de la mi-journée, dans les podcasts juridiques, jusque dans les cafés, où des vieux messieurs commentaient son cas entre 2 expressos. Pour certains, c'était un imposteur. Pour d'autres, un exemple de courage face à un système inaccessible. Elias ne pouvait pas sortir sans entendre son nom, mal prononcé ou mis en majuscule. Il avait pourtant tout fait correctement. Avec l'aide de Delilah,
Il avait rédigé une demande formelle de reconnaissance exceptionnelle de légitimité auprès du barreau de Lyon. Le dossier était minutieusement monté. Extraits d'examen réussis, lettres de recommandation tardives et témoignages écrits d'observateurs juridiques, pas par vanité, par nécessité, car sans ce geste, tout ce qu'il avait apporté à l'affaire de Marlène pouvait être déclaré nul. La juge Donzel, lucide sur l'attention médiatique, convoqua une audience spéciale. Elle savait que le pays entier regardait. La salle était pleine, bien au-delà des habitués. Il y avait des robes bien repassées, des chemises surprises, des étudiants venus des facultés alentours, et même un homme brun discret tout droit, arrivé de Boston, ancien prof d'Elias en échange universitaire, qui insista pour témoigner. Il raconta comment un certain Émile P. avait, en moins de 8 mois, corrigé 2 erreurs présentes dans les documents de référence d'un cours vieux de 50 ans. Les débats furent vifs. Plusieurs avocats du barreau craignaient que ce précédent ouvre la porte à d'autres, une pratique à de futurs autodidactes qu'ils ne pourraient plus écarter aussi facilement. Mais la juge coupa court. L'absence de parcours classique ne vaut pas absence de valeur. Pas ici, pas dans ce tribunal. Quelques minutes plus, tard Elias reçut sa notification officielle. Il pouvait continuer, en toute légalité. La foule à la sortie était partagée, des cris, des claps, des flashs. Elias baissa les yeux, serra contre lui sa serviette et se faufila à travers les gens, sans triomphe, mais solide. Cette fois, il ne regardait plus le sol comme un intrus. Il avait un nom, et enfin, il avait le droit de le dire à voix haute.